Bonsoir, bonsoir à vous. Alors, merci déjà pour les premiers qui sont avec nous de partager ce moment avec nous. Et nous accueillons notre amie Edith Lassia. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un grand plaisir partagé. Eh bien, un immense honneur pour nous. Merci Laurence. Merci Laurence d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous dire si de votre côté tout est bien fonctionnel, que le son, que l'image, que tout va bien pour vous? Et vraiment, de tout cœur, on espère, nous trois ici présentes, que vous avez vraiment une forme splendide. Et dans tous les cas, nous vous envoyons nos meilleures énergies. Alors c'est vrai, nous félicitons d'être avec nous, je l'ai déjà dit. Et nous sommes vraiment de cœur à cœur avec vous parce que vous prenez soin de ce que vous avez de plus précieux, et c'est-à-dire vous-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous pensons que nous avons tous une forme de part de nous qui sait que c'est possible d'être heureux. Et une certitude, c'est que le 100% des personnes heureuses, elles font de leur bonheur une vraie priorité. Alors, comme évoqué, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Edith Lassia. Et pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, eh bien, je ferai peut-être une biographie assez rapide. Alors, Edith, ta vie, elle se compose de, on pourrait dire, 3 grands axes. Tu as à ton actif, finalement, presque ou plus de 18 ans de marketing international pour des grandes marques de renom, dont notamment Cartier, en axe de ta vie. Tu fais ensuite, et c'est très atypique, une immersion dans les arts avec la peinture, la calligraphie, la sculpture aussi, mais tout en étant critique d'art. Une autre grande phase de ta vie, qui est toujours l'art, qui est toujours très présent dans ta vie, n'est-ce pas, Edith? Très présent. Très présent. Je crois que c'est ma respiration. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Oh, pas seulement. J'ai l'impression, quand je t'entends, emporter avec toi cette vision, cette mission de développement personnel, de retour à soi dans les valeurs de cœur, eh bien, j'entends là aussi notre respiration. Et ça, c'est ton 3e axe depuis 1992. Tu entres dans le développement personnel avec notamment constellation systémique et figurines, le CPA et la PNL notamment. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots des constellations systémiques? Les constellations. Alors, les constellations, je voulais juste prendre 2 secondes, si vous m'autorisez, sur la recommandation de Laurence de partager le Facebook Live qui est en cours. Donc, je vous demande juste une seconde de patience parce que la technique étant ce qu'elle est, j'essaie de trouver le lien et après, je suis totalement avec vous, mais je sais qu'il faut que nous le fassions et je ne suis pas sûre de comment le faire. Alors, je vais voir tout de suite si ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Donc, comment je peux faire? Et après, je suis totalement… Je dois aller sur le site d'Honesty, prendre le lien et je n'arrive pas à le faire. Honesty, je ne sais pas. Comment se fait-il que votre Facebook Live n'apparaisse pas chez… Je n'arrive pas à le voir. Donc, je voulais vraiment faire ce lien pour rejoindre toute notre communauté, mais je ne vois pas le Facebook Live sur votre site. Alors, je ne le vois pas non plus pourtant. Alors, peut-être tu peux commencer, Edith. Voilà, mais je ne le vois pas, je suis désolée. Donc, je vais revenir à nous. Ouais. On a un petit souci sur Facebook, mais je vais régler ça et puis je te ferai peut-être signe quand ça sera OK. Oui. D'accord? Merci. Donc, je reviens totalement pour vous. Les constellations systémiques, en fait, d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est? Constellation systémique, c'est une technique de libération, je dirais, de ce que l'on porte de nos mémoires transgénérationnelles. Donc, nos parents qui ont hérité de leurs propres parents, qui ont hérité de leurs propres parents, etc.
c'est une manière de se libérer, de comprendre, d'intégrer et de se libérer des liens inconscients qui viennent des générations antérieures. Pour la petite histoire, Bert Hellinger était, je crois, un moine allemand, un missionnaire qui était en Afrique du Sud et qui a découvert dans des tribus primitives les façons qu'avaient les groupes de régler les problèmes individuels en travaillant sur le système et le groupe. Et il en a créé petit à petit les constellations systémiques et familiales. Moi, ça m'a très vite passionnée parce que je me suis rendu compte que ce soit dans l'éducation, on peut identifier facilement ce dont on se souvient, qu'on a vécu, des paroles, des gestes, des cultures environnantes, des façons de penser, de parler des choses qui sont un peu notre bain, notre terreau. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont livrées inconsciemment. Et il se trouve que dans mon histoire, moi j'ai eu un papa, mon père, ce héros, comme je dis souvent, au sourire si doux. Mon père a été un enfant magnifiquement heureux jusqu'à 7 ans et battu de 7 à 17 ans. Et donc, il a une espèce d'ogre qui est arrivé dans sa vie, qui est son père qui, suite à on ne sait pas quoi, est totalement à basculer dans l'homme sombre. Et de temps en temps, il se trouve que mon père, il avait des petits bugs. Quand ces choses un peu difficiles remontaient, il était un peu compliqué. Et ma mère me disait toujours, tu sais, Doudou, avec l'enfance qu'il a eue, il faut comprendre. Et elle avait juste glissé en moi cette conception que l'homme que je voyais, qui était mon père, un adulte, qui parfois pouvait être un peu dissonant, un peu bizarre, c'était aussi un enfant à la base qui avait vécu des choses. Et je pense que élevé comme ça, avec ce regard d'adulte sur l'enfant qu'avait été mon père, j'ai été préparée à travailler les constellations. Et à un moment de ma vie, quand j'ai découvert que j'avais une peur incroyable qui s'appelait la peur du manque, alors que j'avais tout, vraiment, il n'y avait aucune raison normale que je sois habitée par la peur du manque, mais j'ai rencontré on va dire une chamane, une sorcière, qui m'a dit, écoute, ça serait bien qu'on aille travailler ça de manière particulière. Et j'ai atterri dans un groupe animé par Michel Divinet, qui est un des très très bons dans ce domaine-là. Et ce Michel, c'était le constellant. Et j'ai découvert la constellation systémique et familiale, où on a mis en scène, au travers de personnes qui étaient dans le groupe, moi d'abord, quelqu'un me représentait, puis il y avait toute ma famille, ma mère, mon père, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert les constellations systémiques, c'est-à-dire la façon d'aller rechercher les informations de tout le système familial qui nous a composés, vu ou non vu, conscient ou inconscient, sur 2-3 générations, comprendre ce qui s'est joué, reposer des paroles guérisseuses, séparer ce qui doit l'être, réintégrer ce qui est bon. Et voilà, et ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement passionnée que je me suis spécialisée là-dedans et que je suis devenue spécialiste pendant quelques années de ce qu'on appelle le travail de constellation par figurine. Donc, je travaille avec des petites figurines et j'ai fait ça dans un travail de thérapeute. Voilà. L'histoire est un peu longue, mais je pense que autant vous donner toutes les clés, ça sera plus riche pour vous. Et ça a été une espèce de révélation de comprendre comment on peut dénouer les fils invisibles qui nous lient comme si on était des marionnettes. Et c'est devenu ma spécialité, mon grand bonheur de désarticuler ces espèces de tensions intérieures qui nous empêchent de faire les choses, de vivre de cœur à cœur, de vivre au cœur de notre être, de vivre au cœur de notre puissance, simplement parce qu'on ne voit pas ces fils. Ils sont invisibles. Est-ce que je suis claire ? Absolument, tu l'es pour moi. En tout cas, pour Laurence aussi, je crois, vu son sourire. Ce que j'aime avec toi, entre autres, c'est que tu sembles avoir tellement de facettes et tu as vraiment beaucoup de facettes. Tu es également auteur. Aujourd'hui, tu es business coach reconnu. Tu es également une conférencière internationale. Et comme on l'a vu plus haut, tu es une amoureuse de la vie et des arts. On peut dire également, et je ne crois pas me tromper, que tu es ambitieuse, curieuse et débordante d'énergie. Il me semble que vous allez certainement être d'accord avec nous là-dessus. Alors, tu le dis toi-même, tu sembles en quelque sorte avoir vécu plusieurs vies. Et tu dis parfois, j'ai 120 ans. Je sais, ça ne se voit pas. J'adore cette phrase. Et c'est vrai,
Tu fais aussi partie de ces rares personnes qui ont réussi à mener de front une carrière de haut vol et l'éducation de tes charmants deux enfants, tout en Mm. l'harmonie dans ton couple. Aujourd'hui, plus de 33 ans de couple, c'est correct? C'est tout à fait ça. 33 ans que nous sommes amoureux. Oh, il y a eu des hauts et des bas quand même, hein. C'était un peu sportif par moments. Mais on est toujours profondément amoureux et on a toujours des grandes émotions. Je dirais que l'amour, ça se sent quand des années après, l'autre peut te procurer des émotions profondes, intenses, où tu te dis, waouh, il y a quelque chose en moi qui frémit à certains moments parce qu'il est là. Le simple fait de le voir me fait frémir des choses. Voilà. Oui, donc, oui, on peut dire ça. Mm. Mais c'est un travail, hein, ça ne se fait pas tout seul. Il n'y a pas Ah, une fée qui est penchée sur mon berceau totalement. Hein. Il y a quand même un petit peu de travail pour que… Ça, c'est encore un autre sujet. Mm. tu dis aussi, en tout cas, ça se laisse entendre, que tu as une vie orientée vers une seule et même recherche, en quelque sorte un fil rouge, une vie haute en couleurs, dense et surtout la plus authentique possible. Ouais, C'est ouais. correct. Hmm. Quand on sait que à la veille de mourir, et ça c'était Bronnie Ware qui a fait l'accompagnement aux mourants pendant 20 ans en, en soins palliatifs, quand on sait que 95% des gens avant de mourir émettent 5 regrets, dont celui d'être passé à côté de leur vie et de ne pas avoir osé exprimer leurs émotions, je pense qu'on se dit que si je ne veux pas faire partie de ces 95%, j'ai vraiment un grand intérêt à comprendre qui je suis vraiment, ce qui m'anime, ce pourquoi je suis là, ce qui nous mène à une forme d'authenticité, parce que qui je suis unique. Quand je dis je, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes uniques. Le je suis unique, c'est vraiment la première chose à intégrer pour ne pas passer à côté de sa vie, c'est de comprendre quelle est la pièce du puzzle que nous sommes dans le vaste univers. Nous sommes tous une pièce de puzzle. Et si la place de puzzle, si la pièce de puzzle ne trouve pas sa place, je comprends qu'à la fin, on se dise, mais c'est pas possible, je suis passé à côté. Ou alors, le pire, c'est qu'on découvre qu'il y avait plein de cadeaux et c'est comme un enfant qui serait trompé de pièce à Noël et qui va dans une pièce où il n'y a rien et puis quelques jours après, il dit, mais attends, la pièce où étaient tous les cadeaux de Noël, c'était à côté. Mais c'est trop tard maintenant, tu ne peux plus y aller parce que il faudra t'attendre le Noël prochain. C'était Mais pas c'est ça aussi. Oui, pour donc l'enfant, c'était pas le l'authenticité, c'est aussi ça. cas. Ah oui. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est parce qu'on parle beaucoup de tes compétences, c'est de dire aussi qu'au-delà de tout ça, ce que l'on aime également, c'est vraiment ta passion de l'être humain. Hmm. Ça se sent tout le temps. Ta passion de transmettre. Et, il y a, il me semble, tout comme pour nous, ce ressenti comme une forme d'urgence à aider finalement les gens à célébrer leur vie. Est-ce que ça te parle aussi? Totalement. Totalement. Et je pense que, bon, je l'ai eu toute petite, quand tu parles d'aimer l'humain, maman que j'adore, ma nonagénaire préférée, qui est là en ce moment d'ailleurs, parce qu'elle peint toute la journée, fait ses 2 heures de piano par jour, depuis que papa est mort, elle est là, elle est présente, et ça la maintient dans la vie. Quand j'étais petite, elle me dit, tu sais ma chérie, bonne ne s'écrit pas avec un C. Et que disait-elle? Tu aimes tellement les gens que tu peux en être conne. Avec, Hmm. avec le temps, j'ai appris à n'être ni bonne ni conne, mais à aimer l'humain profondément. C'est-à-dire à l'aimer de façon inconditionnelle, mais en même temps lucide. Hmm. C'est-à-dire inconditionnelle, c'est parce que quelque chose que j'ai eu très très tôt en moi, et c'est une très belle phrase de Mohyadin Ibn Arabi, qui est un sage soufi, je crois, qui disait en le reconnaissant, je lui donne l'être. Je pense que dans les dons que j'ai reçus à la naissance, il y avait probablement la capacité de sentir l'être chez la personne en face, l'être, c'est-à-dire cette présence au-delà de l'émotion, au-delà de l'histoire, cette présence un peu éternelle, mais surtout cet être connecté, intact. Et je pense que mon amour de l'humain vient simplement du fait que on peut aimer l'humain sur plein de plans.
On peut l'aimer sur un plan global. Voilà, je t'aime bien, tu es sympa, on a des intérêts communs. Ok, on est en périphérie. Ou je ne t'aime pas à l'inverse parce que, oh là là, tu n'as pas mes valeurs, etc. Ok. On peut aimer l'autre, et ça, c'est un peu l'histoire de mon père. Bien qu'il ait eu un enfant intérieur, enfin, parce qu'il a eu un enfant intérieur blessé, papa était compliqué par moments, mais je l'ai aimé parce que j'aimais l'enfant intérieur qui l'habitait, et j'aimais sa souffrance. Donc, en aimant sa souffrance, je le libérais de cette souffrance. Puis après, donc ça, on descend dans l'enfant intérieur, l'enfant intact de chaque adulte. Mais après, il y a un amour qui est autre chose, c'est l'amour d'âme à âme. Vous dites de cœur à cœur toutes les deux. Quelque part, si tu vas un peu plus loin, tu pousses le bouchon un peu plus loin, c'est d'âme à âme, d'être à être. Et je pense que toute petite, sans pouvoir le nommer, je reconnaissais l'être chez l'autre. Et en le reconnaissant, je lui offrais l'être. Parce que l'être, quand tu le connectes, quand tu le contactes, il n'a de cesse de se manifester. Donc j'ai une façon d'aimer l'humain qui est probablement au-delà de l'humain. C'est dire chaque être est tellement précieux. Ce qui fait qu'à 120 ans, puisque j'ai 120 ans, parce que j'ai 4 carrières à haut niveau et tout ça dans la même vie, je me dis la chose la plus utile que je puisse apporter au monde, c'est d'aider les personnes, et surtout maintenant c'est les femmes d'affaires qui ont envie de contribuer au monde, des femmes qui ont des grands projets, comme vous, qui avez des projets pour que le monde soit meilleur, c'est de les aider à le faire en libérant leur être, leur puissance. Et on va en parler parce que c'est ça que j'ai envie de vous partager. C'est comment réussir des choses ambitieuses. Tu as parlé du terme d'ambition. Pour moi, l'ambition, ce n'est pas une ambition sociale, hein, ce n'est pas une ambition d'argent. L'ambition, c'est être dans l'excellence de soi, laisser éclore son excellence. Et laisser éclore son excellence, c'est s'autoriser à aller chercher ce qu'on a de plus beau en soi pour le transformer en quelque chose d'utile et laisser une trace. Il se trouve que quand je mets bout à bout la femme de marketing que j'ai été pendant 20 ans, Cartier, Saint-Laurent, avec des niveaux d'exigence que vous pouvez imaginer dans le luxe, avec un marketing très pur, très solide. Après, l'art, où j'ai créé, j'ai sculpté, j'ai peint pendant 20 ans. Le développement personnel qui m'a amené à toucher les blessures, au cœur des blessures, à les transformer en lumière, en excellence aussi. Hein. Parce que nos plus grandes blessures sont le ferment de notre excellence. C'est Jung qui le disait. Et ensuite, en tant qu'auteur, pour transmettre, il est évident que tout ça, conjugué, tressé, alors pendant des années, j'avais séparé, parce qu'en France, on n'autorise pas tellement on fait des amalgames, mais on n'aime pas. T'es artiste ou t'es marketeuse, là? T'es marketeuse ou t'es thérapeute? Puis attends, t'es thérapeute ou t'es artiste? Ou alors tu fais de l'art-thérapie? Et moi, j'ai été très longtemps prisonnière de ces rôles dans lesquels on me figeait. Et à un moment, j'ai dit, merde, je suis tout ça. Et vraiment, j'ai eu un coup de colère. Et mon père, d'ailleurs, m'a envoyé ce message, n'oublie aucune partie de toi. Il est le temps de la synthèse. Et c'est là où j'ai compris que ma place dans le monde, et chacune a son multipotentiel, chaque être, chaque homme aussi, évidemment, a cette accumulation d'expérience, de champ de sensibilité qui fait que quand on accepte de tresser tout ça au service de quelque chose de fort, on devient vraiment puissant. Mais comme on est au service de quelque chose de fort, on n'est pas dans l'ego, on est dans la création de quelque chose de valeur. Et voilà aujourd'hui où je me sens à ma place, aider à accoucher de notre grandeur, éclore notre excellence au service d'un monde qui en a dramatiquement besoin. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont dans le développement de l'écologie. Il y a des urgences. Il y a des urgences dans les façons d'envisager l'argent. Il y a des urgences dans la façon d'envisager la nourriture, les pollutions. Il y a des urgences dans tous les domaines. Et si on a une vision libre qui nous permet de comprendre, d'analyser, d'essayer de sentir où il y a des besoins, chacun a un devoir de contribution. Il est urgent d'agir.
Et on a plusieurs façons de le faire. On peut le faire en tant que maman, tout simplement, auprès de ses enfants, en choisissant des modes éducatifs qui vont plutôt privilégier le respect de soi, le respect des autres. Moi, j'ai mis mes gamins à Montessori pendant 9 ans. Il y a Steiner, mais en tout cas des systèmes d'éducation extérieurs et chez soi où on privilégie l'adulte potentiel dans l'enfant, le respect des valeurs, etc. On peut agir en tant que membre d'association où on va faire bouger le monde. On peut agir dans son couple avec une hauteur, une conscience de la pérennité possible d'un couple. On peut agir en tant que professionnel. Mais je pense profondément qu'il y a une nécessité d'agir. Et moi, mon ambition aujourd'hui, avec qui je suis, avec mes forces, mes vulnérabilités, avec tout ce que j'ai pu acquérir, sachant que je suis allée loin à chaque fois parce que je ne sais pas aller autrement que loin, je ne sais pas faire autre chose que m'engager. Je suis une femme d'action et d'engagement, ou contemplation. Quand je suis contemplative, ça passe à l'action très vite. Mais aujourd'hui, je pense profondément que le féminin, ou l'homme dans son yin, l'homme dans ce qu'il accepte d'exprimer dans son émotion, dans sa finesse, doivent remplacer ce que j'appelle un monde de testostérone. Il est hautement nécessaire de passer à un autre mode de construction du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment au cœur de cet engagement avec tous les outils que j'ai eu le bonheur de développer pendant 40 ans pour les mettre à ce service. Non, je n'ai pas arrêté là. Je ne vous ai pas perdu en route. Du tout, c'est très beau. Bah, vous l'aurez compris, hein. Edith, c'est une femme de cœur avec une générosité et un engagement hors pair. Et vraiment, merci pour ça aussi, hein. Alors, cette formation interactive Internet, c'est la vôtre, ou ce webinaire, conférence, comme vous le voulez, c'est la vôtre. Elle sera composée d'1 heure. Et je vous en prie, posez vos questions. Elle est là, Edith est là, en direct pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Edith, je te passe la main. Merci infiniment et on se régale. Bon. Alors, juste pour faire un tout petit break, est-ce que tu as réussi à mettre le Facebook Live et est-ce que tu souhaites que je le partage? Laurence? Laurence? Est-ce qu'on a perdu Laurence officiellement? Écoute, Edith, va seulement à… Je ne le vois toujours pas. Donc, a priori, je ne peux pas, donc je ne peux pas faire. Laurence, est-ce que… Réactive le micro, Laurence. Alors, moi j'ai… Oui. Alors oui, Edith, tu peux partager en live. Alors moi, j'ai pas une très bonne connexion Internet chez moi, par contre. Alors Edith, regarde peut-être sur Facebook si tu vois… J'y suis. Est-ce que tu le… J'y suis, je le charge. Et tu… Ça y est, voilà. Partager, ça y est. Je le partage. Partager maintenant sur une page, sur ma page. C'est bon, on va pouvoir le faire. Merci, Edith. Alors, merci. Edith Lassia, en tant qu'Edith Lassia, publié. Voilà. Et je mettrai un petit commentaire après. Donc, c'est bon, je peux… Alors, donc, pour reprendre ce que j'avais envie de vous partager, c'est aujourd'hui, dans cette conférence, je vais vous partager ce que j'appelle les 12 secrets précieux des femmes déterminées, des entrepreneurs qui réussissent et qui inspirent. Alors, je vais vous partager l'écran quelques secondes et après, on reprendra le direct pour ne pas faire que de l'écran. Dites-moi simplement si vous voyez l'écran. Affirmatif. Voilà. Donc, je vais peut-être déplacer ça, qui devrait normalement gêner. Donc, d'ailleurs, mon site fait au cœur de l'être, au cœur de la puissance intérieure. Devenez une femme d'influence. Parce que je pense profondément, et s'il y a des hommes qui nous écoutent, vivez avec sérénité le fait que je m'adresse principalement aux femmes
et soyez les premiers à nous soutenir dans cette démarche où les femmes peuvent prendre une véritable place à vos côtés et vous permettre finalement que vous vous autorisiez vous-même plus de sensibilité, plus de vulnérabilité parfois, parce que souvent vous n'osez pas, parce que vous avez été éduqués d'une manière à ne pas le vivre, à ne pas le faire, et nous sommes, nous, les premières à être parfaitement, je dirais, séduites par des hommes qui osent leur féminin. Alors, ces femmes ou ces personnes, on va dire, qui sont déterminées et qui ont envie de contribuer au monde, pour moi, elles ont deux trésors en elles. Elles ont un désir puissant et surtout une vision claire, inspirée et inspirante. Le désir, c'est quelque chose qui nous pousse à l'intérieur. Quand j'ai commencé cette conférence avec vous, finalement, ce que je vous ai partagé, c'est mon désir et ma vision. Le désir, c'est ce qui fait que ça vibre en moi, que ça me pousse, que ça me porte. Et la vision, c'est ce que je vous ai partagé. C'est comment tout ce que je suis, tout ce que j'ai pu construire dans ma vie peut se mettre au service de quelque chose de plus grand que moi. Et ça, je pense que c'est les deux premiers trésors à cultiver en nous. Désir et vision. Ces personnes veulent réenchanter le monde. Je suis très étonnée à notre époque de ce très grand nombre de personnes, et on le voit sur des sites, sur Facebook, on le voit dans des associations, qui ont vraiment décidé de changer le monde. Et j'appelle ça le réenchanter. Lui redonner quelque chose de vivant, de beau, de noble, et surtout qui fasse qu'on croit profondément encore que c'est possible. Comme je vous l'ai exprimé au travers de mon propre ressenti, je pense qu'elles se sentent connectées à quelque chose de plus grand que soi. Cette connexion, c'est une façon de se relier à un sens, à quelque chose qui nous dépasse, qui est de l'ordre de l'être, de l'essence de l'être, qui va au-delà du terme de notre vie, quelque chose qui est extrêmement fort et qui peut-être vient d'une forme de connexion. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée par un père passionné de physique quantique et d'astrophysique qui me disait, tu sais ma chérie, l'homme doit être bien orgueilleux pour penser qu'il est seul dans l'univers. Il y a probablement des êtres infiniment plus évolués que nous. Et moi, j'étais petite quand il me parlait de ça. J'avais 3 ans, puis 4 ans, 5 ans, jusqu'à toute ma vie. Et en fait, c'est comme s'il me disait, la réalité de l'homme, de l'humain, n'est qu'une petite réalité parmi tant d'autres. Et il y a des choses bien plus grandes qui nous dépassent, qui existent. Lui, il ne parlait pas de Dieu parce que c'était plutôt un athée mystique, Dieu que j'aimerais croire. Mais quelque part, il m'a reliée à quelque chose de très grand que certains peuvent appeler le divin, la source, quel que soit le nom qu'on donne à ça. C'est quelque chose de très grand qui nous anime et qui nous porte. Et probablement, sans cette vision de quelque chose de grand, je n'aurais pas 120 ans aujourd'hui, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Et quand tout à l'heure, Christiane, tu parlais de mon ambition, je pense qu'en effet, étant connectée à quelque chose de grand que je ne nommais pas, je n'avais pas besoin de le nommer, je m'autorisais pour répondre à cette grandeur, à être grande moi-même, donc cette ambition m'a beaucoup portée. Et probablement aussi, et j'adore cette image du coquelicot qui va éclore, j'ai quelque part senti très tôt que pour chaque humain, tout est déjà là. Tout est en nous. À partir du moment où on a compris ça, que tout est déjà là, que tout est en nous, tout est possible. Tout est possible parce que ça veut dire que quelle que soit notre histoire, on parlait de constellation systémique, donc l'histoire d'où nous venons, quel que soit notre chemin de vie depuis qu'on est né, donc la première phase, c'est ce qu'on porte de nos parents, etc. Mais la deuxième, c'est ce qu'on a vécu dans la réalité, quelles que soient les épreuves qu'on a traversées, tout est là en nous pour nous amener à vivre la grandeur. Et je pense que c'est quelque chose qui probablement a caractérisé tout mon chemin de vie, mais je sais aussi
profondément que c'est le cas de chacun d'entre nous. Il n'y a pas des gens qui ont tout et d'autres qui n'ont rien, ou qui ont moins. On a tous, parce qu'au niveau de l'être, on est tous dotés de cette véritable puissance intérieure. Et donc, les 12 secrets les plus précieux, si vous voulez bien, on va arrêter le partage d'écran pour que je sois avec vous. En revanche, je vous offrirai, et tout à l'heure, Christiane et Laurence vous en parleront, ce document que j'ai construit avec une esthétique particulière, parce que je crois que le beau est au service de notre créativité et de l'amour. Donc, quelque part, j'ai fait quelque chose de beau pour donner envie d'y aller. Et donc, les 12 secrets, on va les faire en direct. Par contre, vous aurez la possibilité de recevoir ce PDF pour vous. Alors, je vais arrêter de partager l'écran et revenir en direct. Est-ce que ça vous convient? Bon. Alors, les 12 secrets, le premier, c'est que les personnes qui réussissent des choses, qui marquent le monde, elles ont un cap. Un cap, c'est quoi? C'est parfois une vague idée quand on commence, mais une idée de quelque chose qui est loin, qu'on veut atteindre. Je vais vous partager juste quelque chose de très simple. Moi, j'ai eu le bac très tôt, j'avais à peine 17 ans et je suis sortie à 21 ans de Subdeco à Lille. J'étais une ch'ti, une vraie ch'ti. Et pourquoi j'ai fait ces études-là et pourquoi j'ai suivi ce métier de marketing international? Parce que j'avais un cap qui s'appelait « Je veux découvrir le monde ». Mon cap, c'était le monde. Quelle était la meilleure façon de le vivre ou une des meilleures façons de le vivre pour moi? C'est de faire une école de commerce qui me permettrait d'aller courir le monde et découvrir les cultures. Parce qu'en découvrant toutes les cultures, je savais que je découvrirais le monde, et le monde, c'est l'humain, le cœur de l'humain. Je me souviens d'ailleurs, à l'époque, je voulais même étudier, j'avais étudié déjà 5 langues, et j'aurais voulu connaître toutes les langues du monde. Mon cap, c'était connaître l'humain et le monde. Donc, ce cap a sous-tendu finalement mes 120 ans, parce que à chaque fois, ce cap de connaître mieux l'humain dans sa diversité et dans son unité, quelque part, ça m'a donné une impulsion. Donc, la question que je peux vous poser comme ça, c'est quel serait votre cap? Elle détecte les opportunités. Ça, c'est important. Les opportunités, c'est quoi? Eh bien, c'est des moments où la vie vous fait coucou. Le train passe, ralentit un petit peu en gare, il ne s'arrête pas totalement, il ralentit. Et il y a quelqu'un qui fait « Tu montes ?» Et là, on court et on monte. L'opportunité, c'est du mouvement. Parfois, c'est de la surprise. C'est « hop, on y va ». Je vais vous raconter une autre expérience. Une opportunité, c'était quoi? Quand j'avais 28 ans, je revenais d'un an à New York et j'avais fait un an en sac à dos en Amérique du Sud avec $3 par jour pour découvrir encore une fois l'humain, mais sans argent, sans rien. Juste pour savoir ce que j'étais si je n'avais pas d'argent, je n'avais pas un job, un appart, une voiture. Donc je démissionne et hop, je pars. J'ai 24 ans à ce moment-là. L'opportunité, en l'occurrence, qu'est-ce que ça a été? C'était de me dire, je sature au bout de 2 ans dans ce métier où j'étais dans la première boîte, je sens que je veux savoir qui je suis, vraiment. Et bien, ça a été de prendre un billet Amsterdam, New York, Lima et un retour New York, Amsterdam et m'offrir 1 an pour courir le monde. C'était il y a 40 ans. 40 ans et pas Internet. Il y avait tout juste ce qu'on appelle les appels en PCV. Saisir l'opportunité, c'est dire à un moment, je ne suis pas bien là où je suis, il y a quelque chose qui correspond à mon cap, découvrir le monde, je veux savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais? L'opportunité, c'est prendre le billet. S'appeler sa meilleure copine en disant, est-ce que tu viens avec moi? Et qu'elle vienne. Et y aller. Se lancer à corps perdu dans une année sabbatique sans autre repère que le goût de découvrir, avec une petite étoile sur l'épaule qui dit « T'inquiète pas, je veille sur toi ». Saisir l'opportunité, c'est à un moment faire quelque chose qui change complètement le cours des choses et qui nous amène à vivre quelque chose de tellement intense que le meilleur de nous
va se réveiller, va se révéler, va s'exprimer. Et ça, c'est une clé extrêmement précieuse des gens qui vont contribuer, qui sont déterminés à changer le monde. La troisième clé, elles prennent des risques calculés. Et oui, on ne saute pas dans le vide sans parachute. On a un parachute, on apprend à l'ouvrir. Et prendre des risques calculés, c'est se dire, je fais ça, mais je vais préparer. Je vais réfléchir à peu près comment ça se fait. Je vais poser un certain nombre de balises. Je vais être vigilante. Je vais écouter mon corps. Est-ce que mon corps me dit que c'est juste ou pas? Je vais écouter ma petite voix qui me dit « Yes, chiche ». Prendre un risque calculé, c'est être à l'écoute de quelque chose en nous qui sait. Donc, le corps et la petite voix. La petite voix qui, à un moment, nous dit... Et ce n'est pas la voix du mental, hein, attention. Le mental, il peut nous bananer, nous balader. C'est le roi. Par contre, la petite voix, quelque chose de plus subtil qui nous dit... Attention. Et ça, il faut l'écouter. Donc, apprendre à écouter sa petite voix, c'est très, très essentiel. Et un quatrième secret, c'est que ces femmes sont positives. Ah oui. Quelque part, c'est se dire, je crois plutôt que la bouteille sera à moitié pleine. Pourquoi elle sera à moitié vide? C'est croire que c'est possible. Vouloir, c'est pouvoir, pouvoir, c'est croire, et croire, c'est grandir. Donc, c'est la positivité. On parle beaucoup de gratitude. Tout à l'heure, je lisais une étude de Harvard sur les 3 éléments de la gratitude. Mais c'est vrai que la notion de positivité, on parle de psychologie positive, et donc de gratitude, c'est avoir une attitude où on remercie les choses telles qu'elles sont. Et les 3 attitudes, d'ailleurs, de mémoire, c'est voir dans le passé le positif. Mon père m'écrivait d'ailleurs, dans les moments un peu sportifs de ma vie, je m'étais fait plaquer par mon fiancé de l'époque. Ma chérie, quand tu te pencheras sur ta vie qui n'est pas celle d'une couventine, tu te souviendras, la mémoire étant ce qu'elle est, uniquement du positif. Il avait raison. Donc la notion de positivité, de gratitude, c'est d'abord être capable de se concentrer sur le positif du passé de notre vie. La seconde, c'est de voir le présent comme étant positivement possible. C'est-à-dire qu'à chaque instant, tout est là pour être transformé en positivité. Même une épreuve peut devenir une leçon, un enseignement qui fait que ça devient positif. Et le troisième élément, d'après cette étude d'Harvard, c'est que la gratitude, alors, le premier c'était en effet le passé, le présent, oui, c'est de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et on arrive dans les visualisations. Tu parlais de PNL. Moi, je pratique beaucoup de visualisation. Je travaille sur des vision boards. J'ai fait des programmes très, très, très fins sur le vision board pour expliquer comment vous allez pouvoir reprogrammer votre vie sur un mode positif par des images, par des mots, par des intentions fortes. Donc, elles sont positives. Et ça, c'est le 4e secret. Le 5e est corrélé à ce que je viens de vous dire, c'est qu'elle pratique la gratitude. Tous les matins, j'ai un journal de gratitude, le 5-minute journal, où j'écris les 3 choses pour lesquelles je suis la plus heureuse. Au début, j'avais même du mal à le faire parce que je dis, oh là, d'accord, ça va quoi. Oui, mais, je suis heureuse, mais. On a tous ce petit côté-là. On voit plus parfois ce qui manque que ce que l'on a. Et à force de faire cet exercice, je me suis rendu compte que j'étais heureuse de beaucoup de choses, parfois des toutes petites minuscules. La température d'un bain qui est délicieuse, parfois plus savoureuse. C'est mon mari qui m'apporte un citron pressé le matin parce qu'il a compris que j'avais envie d'un citron pressé. Ça peut être des choses plus vastes, être simplement dans la maison où je suis. Ça peut être avoir les amis que j'ai. Ça peut être qui je suis. Mais cette gratitude, c'est se relier à notre partie lumineuse.
Ça, c'est extrêmement porteur. Alors, le 6e, c'est qu'elles sont constantes dans l'effort. Rien de grand ne se fait sans constance. On peut avoir des petits moments de plongée, bien sûr, mais la constance, elle est d'autant plus facile qu'on a préparé le cap, la vision, qu'on est positive et qu'on a envie. Donc, si on est positif et qu'on est là où on a envie d'être, quelque part, la constance ne demande pas d'effort parce qu'on sait qu'on est au bon endroit. Ça m'amène d'ailleurs j'adore faire la conférence sur le syndrome de l'imposteur, parce qu'une des clés du syndrome de l'imposteur, c'est quand on n'est pas au bon endroit. Mais si on a cette vision, si on a ce désir de cœur à cœur, de cœur à soi, de cœur aux autres, on est à sa place. Et là, on n'a même plus besoin d'être constant, on l'est naturellement. 7e, c'est être dans l'instant présent, ici, maintenant. Présence au corps, présence au souffle, présence à la vie, au souffle, à l'air sur ma peau, à ce que je vois autour de moi, au chant d'un oiseau, un tag sur un mur si je suis en ville. La présence à l'instant est très importante. C'est le goût de la réalité et la façon de la percevoir dans ce qu'elle a de plus hédoniste, précis, décalé, amusant, surprenant. La présence à l'instant, c'est un des grands secrets aussi. On ne nous déplace pas quand on est présent à l'instant. Pour moi, ça fait partie des grands éléments de la puissance. Alors, le 8e, il est beaucoup plus difficile. Ne pas avoir peur de déplaire. Eh ouais. Est-ce que vous avez, au fond de vous, parfois encore, peur de déplaire? Comme dirait maman, donc, il y a quelques mois, j'ai fait 4 interviews vidéo que je diffuse à tout petit comité à mes clientes, à mes membres de communauté. Et j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu penses du jugement des autres? 91 ans. Ah, écoute, les gens que je respecte et que j'aime, oui. Non, le tout venant, non. Elle balance ça comme ça dans l'interview. Et je me dis, quelque part, elle a raison. Déplaire à qui, à quoi? On a toujours peur de jugement. Et il y a un truc qui est fascinant, c'est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et là, on est en Facebook Live, donc il y a peut-être des gens qui vont détester ce que je dis, d'autres qui vont adorer. C'est la vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux sociaux, par exemple, nous amènent beaucoup à réfléchir en termes d'image. Comment on est ressenti, combien de likes on a, est-ce qu'on est vu, est-ce qu'on a des commentaires sympas, est-ce qu'on va avoir du bashing. La peur de déplaire, elle est humaine. Ça commence dans la cour de récré, ça commence à 3 ans, 6 ans, au collège, tout le temps. C'est dans la fratrie, c'est dans la famille, c'est dans la société. Mais alors, sur les réseaux sociaux, on dit que moi, je trouve que ça peut arriver à son paroxysme. Et la grande puissance de l'être, c'est quand même de se détacher de ça. Je ne suis pas sûre que Dalai Lama, ça lui bouge une oreille, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas. Je pense qu'il n'en a rien à faire. Il y a un niveau d'engagement où on se moque de déplaire ou de plaire parce qu'on est porté par quelque chose qui, de toute façon, et je crois que c'est Michelle Obama qui dit, de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens contre vous. Alors faites ce que vous avez à faire. Et elle a raison. La peur de déplaire, c'est une illusion parce que qu'on plaise ou qu'on déplaise n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on soit là où on doit être et on va apporter le meilleur de soi pour faire bouger les lignes. Pour moi, c'est ça. Donc, la peur de déplaire, je crois que j'ai commencé vraiment à la mettre de côté en lui disant « Je t'aime beaucoup, mais ça va. Je n'ai pas de temps à perdre. » Alors, ça aussi. La 9e, c'est accepter de se tromper. Est-ce qu'on ose se tromper? Qu'est-ce que c'est se tromper? Prendre la mauvaise décision? On en prendra toujours. Ce n'est pas important, ça. Pas grave. Par contre, est-ce qu'on va accepter d'apprendre de nos erreurs? Ça, c'est vachement important. Accepter de se tromper, c'est avancer. Parce que même en écoutant notre corps, même en écoutant notre petite voix, même en s'étant libéré du regard des autres, on peut se tromper. Mais on ne peut pas avancer si on a peur de se tromper. L'erreur est humaine.
Errare humanum est. Ok. Donc, ne pas avoir peur de se tromper et surtout que la peur de se tromper n'inhibe pas l'action. En revanche, si on se trompe, être capable d'avoir des signaux suffisamment fins pour se dire « Ok, je suis passé à côté, back, on revient au point de départ et on repart. » Et qu'est-ce que j'ai appris en chemin, en me trompant? Pendant des années, j'ai été peintre. Et des moments, je me trompais. Le geste n'était pas le bon, la direction n'était pas la bonne. Ou sculpteur. Dans mes sculptures, pareil. C'est pas grave. D'ailleurs, je me souviens que mon maître en peinture, Pierre-Yves Giannini, qui était à Nogent-sur-Marne, qui est un très, très grand monsieur qui m'a enseigné les techniques du Quattrocento, à peindre comme les peintres comme Léonard de Vinci, peindre vraiment ces techniques de la peinture du 15e siècle italien. J'ai fait 2 ans d'enseignement. Il me disait, Edith, acceptez de vous tromper et parfois l'erreur sera une source de richesse de votre œuvre. C'est pas grave. C'est ce qu'on appelle les repentirs d'ailleurs en art. Le repentir, c'est un moment où on s'est trompé et on va essayer de le masquer. Quand on nettoie des œuvres, parfois on dit en dessous, on voit un geste qui était le premier qui n'était pas le bon. Ok, c'est un repentir, c'est joli comme nom. Donc acceptez de vous tromper. Elles se sentent autonomes. Ah oui, c'est important l'autonomie. L'autonomie, c'est, je dirais pas, c'est se suffire à soi-même, parce qu'on a toujours besoin des autres, on a besoin d'être entouré, on a besoin de liens. Le lien est essentiel. Mais être autonome dans sa pensée, autonome dans ses actions pour aller rejoindre les autres. L'autonomie, ce n'est pas l'éloignement des autres, c'est les autres à leur bonne place. Ne pas être dépendant, mais créer un vrai lien. En couple, par exemple, ça fait 33 ans qu'on est ensemble, hein, avec Christophe. On est très autonome et en même temps, on a une fusion d'être, une fusion cellulaire, une fusion d'âme, mais on est très autonome dans nos vies. Je peux partir 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Je pars tous les mois 1 semaine à Paris ou ailleurs pour mes conférences. Je suis autonome. Et ça n'empêche pas notre couple d'être très fusionnel quelque part sur d'autres plans. Et c'est là l'articulation importante. Quand on veut faire des grandes choses, il faut bien séparer l'autonomie de faire du lien de cœur avec les autres. Est-ce que ça vous parle? L'autonomie dans le faire et le lien du cœur. Pour moi, le couple est un merveilleux espace d'entraînement là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on a développé. Le territoire non négociable, il y avait une liberté pour moi très grande, pour lui aussi. On a fait des choses très différentes l'un de l'autre, on est très complémentaires, tout en étant la même pièce. Donc, on est 1 par la pièce, c'est le couple, mais en même temps, c'est 1 plus 1 égale 3. Le 3, c'est la pièce. Mais on est très autonome. Et je crois qu'il n'y a rien de grand sans autonomie, et que cette autonomie, à un moment, va se placer dans un lien à l'autre extrêmement fin et qualitatif. La 11e, ce que je vous ai promis 12 secrets, c'est faire des choix. Oui, faire des choix. Donc, vous verrez l'image que je vous ai mise, Same Old Street, Change Boulevard. Je regarde devant moi et je choisis. Je choisis en fonction de quoi? Est-ce que ça correspond à mon cap? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que mon corps me dit oui? Est-ce que ma petite voix me dit oui? Je choisis l'avenir et je laisse le passé au passé. Ça, c'est un grand secret, faire des choix. Et ce choix, il est lié à l'engagement. Puis surtout, le 12e, pour moi, c'est le plus important. Less is more. Le moins fait le plus. C'est être au cœur de l'essentiel, au cœur de nos valeurs profondes. Et on revient à l'authenticité. Je pense que plus on est authentique, plus on est au cœur de nos valeurs qu'on a bien mâchées, savourées, digérées, plus on va pouvoir être puissant. Les valeurs, c'est notre axe, c'est notre phare, c'est notre structure. Et quand on est dans nos valeurs profondes, ça va tout seul. Et puis, last but not least, c'est la perle sur ces 12, c'est ne pas avoir peur de réussir.
Moi, je suis très frappée par le nombre de personnes dont je me rends compte qu'elles ont peur de réussir. Peur du terme very important person. Pourquoi? Parce qu'on le vit souvent comme quelque chose de l'ordre de l'ego. On revient en termes d'ambition qu'on avait évoqué tout à l'heure. L'ambition, pour moi, ce n'est pas une ambition matérielle, c'est une ambition d'existence, de réalisation, d'accomplissement, d'engagement. Et là, on peut oser réussir pour quelque chose de plus grand que soi. On peut devenir VIP, c'est très important. La personne la plus importante au monde pour vous, c'est vous. Parce que tout va partir de vous. Après, vous pourrez donner toute cette importance et reconnaître celle de votre entourage. Mais d'abord, apprenez à vous considérer comme votre propre moteur, comme votre propre source et votre propre, je dirais, référentiel de valeur. Vous êtes très importante, très important. Vous êtes le pilote essentiel de votre vie. Donc, vous êtes VIP. Very important person. Alors, les 3 questions que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Si vous m'autorisez à partager, moi, ce qui me faisait vibrer, on avait vu, c'était le monde, parcourir le monde. L'art. J'ai su très tôt que l'art me faisait vibrer de façon extraordinaire parce que c'était des valeurs de liberté, de créativité et de beauté. L'art est éternel. L'art, il a commencé par l'art pariétal, l'art magdalénien dans les cavernes jusqu'à aujourd'hui. L'art, par exemple, moi, ça me faisait vibrer. C'est ce qui a guidé la 2e partie de ma carrière, qui m'a amené à devenir une véritable artiste. Qu'au bout de 2 ans, j'ai exposé aux USA, en Californie. Et parfois, on a du mal à savoir ce qui nous fait vibrer. Alors, je peux vous donner un indice. Par exemple, moi, comment j'ai su à 40 ans que c'était l'art qui serait ma 2e partie de vie? Parce que quand je rembobinais, à 14 ans, j'offrais un tableau de Debussy à mon père. J'avais fait un portrait de Debussy parce que papa était musicien. Il adorait Debussy, Ravel, Peer Gynt, bref. Quand à 17 ans, je faisais de la peinture sur soie. Je faisais des vêtements avec la peinture sur soie. À 19 ans, je faisais de l'aquarelle. Dès qu'on m'a offert de la peinture à l'huile, j'en ai fait. Quand je croisais des artistes, j'étais comme une mouche collée à la fenêtre qui veut rentrer parce qu'il y a de la lumière. Tout bougeait en moi. Et quand à 40 ans, mon mari me dit « Bon, là, tu as quand même fait un peu le tour de la question en marketing. À part avoir une direction générale, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui te ferait vibrer là? Est-ce que tu n'as pas envie de passer à autre chose ?» Tout d'un coup, ça s'est illuminé dedans. Je dis « Ouais, je veux peindre. » Et un jour, un chasseur de tête arrive à la maison, il voit mon travail, il dit « T'es très doué, mais tu n'as aucune technique, tu es à la rue. » Et j'étais vexée comme un pou. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée trouver un des meilleurs maîtres qui pouvait m'enseigner les techniques de la Renaissance. Et pendant 2 ans, je n'ai fait que ça. J'ai appris à fabriquer les émulsions, les médiums, les vernis, à peindre à tempéra, le nombre d'or, les constructions orthogonales. J'ai appris. Waouh! J'étais au cœur de ce qui me faisait vibrer. Et ça a accompagné toute ma vie. Ça a sauvé maman après la mort de papa. Cette vibration-là, j'ai mis du temps à me l'autoriser parce que je ne me reconnaissais pas. Et ça, c'est important. Écoutez bien parce que ça peut vous aider, ça peut être une clé. Parce que je ne me reconnaissais pas comme une artiste. J'avais fait une grande école de commerce, j'étais très bonne en marketing, je ne pouvais pas être une artiste. Il faut choisir, tu es l'un ou tu es l'autre. Donc, je ne me reconnaissais pas. Et s'il n'y avait pas eu mon mari qui m'a donné un petit coup de pouf, comme ça, peut-être que je ne me serais pas autorisé ça. Je ne sais pas. Disons, il a été là. Donc. Mais, quelque part, il m'a autorisé à rencontrer cette vibration de l'artiste. En revanche, après, je m'y suis mise et pendant 2 ans, j'ai retrouvé les manches, j'avais ma tenue d'arpète et d'atelier et j'ai travaillé, j'ai appris. Mais donc, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans votre vie aujourd'hui? Soit identifié clairement, soit qui vous fait vibrer mais que vous ne vous êtes pas autorisé, comme moi, l'art avant 40 ans. C'est important. Quelle vision élevée avez-vous de votre réalisation? Moi, aujourd'hui, c'est simple, je veux influencer, inspirer, je préfère, des milliers de femmes
dans le monde, femmes qui vont elles-mêmes influencer d'autres milliers de femmes. Ça peut faire très vite des millions. Et il y a quelques mois, on m'a proposé de me charger du programme de développement du leadership au féminin pour les rectrices d'universités catholiques dans le monde. Parce que ma vision était tellement forte en moi qu'on est venu me chercher pour ça. C'est avec elle qu'on va le faire. Ça veut dire que j'ai activé mon GPS quelque part et j'ai envoyé à l'univers un message. Et vous vous souvenez les opportunités, le deuxième point. J'ai saisi l'opportunité, j'ai dit je prends. C'est en anglais? Oula, je vais devoir réfléchir mon anglais. Je prends. Ça, c'est important. Quelle vision élevée avez-vous de votre réalisation? Parce que les trains vont passer et vous pourrez sauter dedans. Si vous savez que c'est pour vous. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelle vision avez-vous? Et puis, de quoi êtes-vous la plus fière dans votre vie? C'est important la fierté. Ou le plus fier. De quoi êtes-vous le plus fier? J'ai élevé des enfants magnifiquement. J'ai osé faire des choses que je n'aurais jamais pensé possibles. De quoi êtes-vous fier? Très important de vous appuyer sur votre fierté. Mais comme les choses ne sont pas toujours aussi roses, quelle est votre plus grande peur? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 4 ans, j'étais chez Tony Robbins à Londres et il nous fait faire 3 exercices. En méditation, on est 7000 personnes, hein, quand même pas un petit nombre. Hein. Il y a des grands écrans où on le voit, il fait 2,10 m, je crois, mais comme pour que tout le monde puisse le voir, c'est un géant. Et la première question, c'est quelle est votre plus grande frustration? La seconde, quel est votre plus grand désir? Troisième, quelle est votre plus grande peur? Le plus grand désir, c'était d'être conférencière et d'être sur scène. Je n'avais jamais fait une scène. Pas de problème, je me vois avec 10 femmes, pas toute seule. J'aime bien avoir un aréopage de femmes, etc. Je me voyais sur scène. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais surtout, ma plus grande peur, c'était d'être sur scène. Je n'aimais pas mes boucles, mes cheveux, mes seins, mes trucs, mes machins. J'aimais rien. Dès qu'on a une photo de moi, je la déchirais. Je ne regardais pas les films. Et au moment où je me pose en posture de comme ça, et je me dis, j'émanerai qui je suis. Et j'ouvre les yeux, j'étais sur tous les écrans pendant 30 secondes. Et je vois cette femme. Je dis, mais elle est belle, mais c'est moi. C'est-à-dire qu'en me mettant dans la posture, je serai ce que j'émane. J'étais tellement connectée à ma profondeur et puis à l'image que la femme qui était sur les écrans, le hasard de la vie, c'est peut-être pas un hasard, c'est un message qui fait que j'étais captée, j'étais sur tous les écrans, m'a fait dire c'est bon, tu es prête. Ça veut dire que plus vous allez contacter votre plus grande peur et trouver l'antidote qui est finalement plus je serai authentique avec moi-même, dans le cœur de qui je suis, dans la vision de ce que j'ai envie d'accomplir pour le monde, plus votre peur s'évanouira et vous fera un petit clin d'œil. Voilà comment je conclurai cette petite heure avec vous. J'ai vu qu'il y a plein de questions, je serais ravie d'y répondre. Mais ma première question, c'est est-ce que ça vous a parlé? Qu'est-ce que vous avez? Quel est l'élément qui vous a le plus interpellé? Et maintenant, je suis totalement disponible pour vous répondre. Alors, merci beaucoup, Edith. Au vu de tous les commentaires que l'on reçoit, il n'y a pas de doute, tu plais, ça plaît, c'est grand, c'est beau. Et quelques questions, je me permets de commencer par la première. Est-ce que tu aurais un outil pour garder la positive attitude ou se relier à cette attitude lorsque nous avons tendance à être plutôt négatifs? Alors, le premier outil que j'ai développé, c'est quand j'ai découvert le 5-minute journal. C'est tous les matins, vraiment prendre quelques minutes de méditation et de prendre honnêtement le temps de voir ce qui fonctionne. Et ces derniers mois, j'ai eu des grands coups de blues parce que j'étais très fatiguée quand on s'est rencontrés d'ailleurs dans cet hôtel, je crois que c'était à Brive. C'était un moment où j'étais down, j'étais fatiguée. Je vous ai même dit que vous étiez un cadeau parce qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de questions. Et j'avais même du mal à remplir mon carnet de gratitude le matin parce qu'au moment où je voulais dire je suis heureuse de ça, il y avait une autre truc qui montait et qui disait
oui, mais, hein, il y a une petite voix, un petit lutin, un peu sombre, un peu sournois, qui me disait, oui, mais quand même. Donc, je pense que c'est vraiment, quel que soit ce petit lutin qui monte, et je le connais, j'en ai un super de temps en temps, c'est vraiment de dire, non, qu'est-ce que j'ai vraiment de super, de bien, de qualitatif? C'est vraiment l'inventaire du positif. Et parfois, et je vois, parce que je vois des commentaires de gens qui suivent le 5 Minute Journal, il y a vraiment des gens qui ont parfois du mal, mais il n'y a que ça. Ensuite, se faire du bien. Je suis une hédoniste, donc je vais me prendre des soins de thalasso, je me fais masser. J'ai aussi un cercle de personnes très inspirantes que j'aime infiniment. Je me tourne beaucoup vers les gens que j'aime et dont je sais qu'ils ne vont pas me plomber. Je faisais un article ce matin sur les coulisses de la réussite, comment faire éclore l'excellence. Et je disais justement que l'entourage est un pilier dans notre vie. Et pour moi, l'entourage, surtout dans les moments difficiles, il a trois qualités s'il est le bon. D'abord, il nous voit dans notre grandeur et il nous montre toujours notre côté positif et lumineux. Donc, quand on n'est pas entouré de gens comme ça, c'est plus difficile. On est entouré de gens plombants, de gens négatifs. Ensuite, ils savent nous dire des choses vraies avec bienveillance. Ils savent nous parler avec bienveillance et nous dire, mais bon, là, c'est vrai que ça déconne un peu, ton truc, mais il y a une raison, peut-être qu'on peut en parler. Donc, ils sont capables de nous recaler, recentrer. Et le troisième, ils nous poussent vers le meilleur. Un peu chaud. Donc, je pense que ça, prendre le temps de se connecter à son corps aussi. Et puis surtout, je pense que moi, ce que je fais dans ces cas-là aussi, quand vraiment, parce que comme tout le monde, hein, j'ai des moments où je suis plombée, je fais tellement de choses qu'il y a des moments où je suis un peu fatiguée, mais je me dis, je fais un peu le bilan de tout ce que j'ai fait de bien. Puis je me dis, bon, ça va quand même. Hein. C'est bon, ma chérie. Voilà. Voilà quelques conseils. 5 Minute Journal, l'entourage, et puis savoir aussi vraiment faire le bilan positif. Parce qu'on est très bon hein, pour comptabiliser ce qui ne va pas, mais comptabiliser ce qui est bien, c'est important. Puis surtout, moi, j'ai des vision boards. Je fais des vision boards aussi. Me connecter à mes rêves, c'est important. Merci. Merci pour cette réponse, Edith. Une autre question, je me permets. Pouvez-vous reprendre un peu plus en détail ce que vous expliquez sur l'autonomie du faire et l'autonomie du cœur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? L'autonomie du faire et l'autonomie du cœur, Oui. c'est... j'ai une amie très proche, Lynn Bolduc, la québécoise que j'adore, qui a beaucoup travaillé sur la dépendance affective. Moi, ce n'est pas ma spécialité, je n'ai aucune dépendance affective. Vraiment, c'est pas je ne suis pas tombée là-dedans. Par contre, elle a bien connu ça, elle a fait elle a écrit des livres là-dessus. Et je pense que la dépendance affective est une façon d'illustrer cette autonomie du cœur et du faire. Quand on est dépendant des autres, on ne peut plus faire en toute autonomie parce qu'on est dépendant de ce que l'autre va faire, va exprimer, va dire. Donc l'autonomie du cœur et du faire, c'est savoir séparer l'amour qu'on a des autres et ce que l'on a à faire de sa vie. Je vais donner un exemple. Quand on est jeune, on n'a qu'une envie, c'est échapper de la contrainte parentale. Si on est solide, on va prendre des choix qui ne vont pas forcément être en liaison avec nos parents. On va faire des choix qui nous correspondent. Ce n'est pas pour ça qu'on n'aime plus ses parents. On choisit de vivre pour soi. Et il y a d'autres personnes qui, par loyauté, ne feront jamais de choix d'autonomie pour rester fidèles à quelque chose qu'ils pressentent, qui n'est même pas forcément juste d'ailleurs, parce qu'ils auraient l'impression d'être déloyaux aux autres. Donc, l'autonomie du cœur, c'est être capable d'être loyal envers soi-même et de ne pas se sentir déloyal quand on fait quelque chose qui est contre ce qu'on aime ou qui n'est pas en ligne avec ce qu'on aime. Est-ce que c'est clair? Alors, il y avait une suite à la question. Peut-être que tu vas amener un autre niveau de précision. Comment peut-on rencontrer ce qui nous fait vibrer lorsque nous n'avons pas de signe fort, justement? Alors, ça dépend, il y a plein de façons de faire. La première, peut-être,
quelles sont les personnes qui nous inspirent et quels seraient les modèles? Souvent, alors on peut démarrer par les modèles de la petite fille ou du petit garçon qu'on était. Moi, j'aimais par exemple Fantomette, j'aimais Zorro et j'aimais Sophie, les valeurs de Sophie. J'aimais côté espiègle de l'une, j'aimais Fantomette qui était une petite chef de groupe, chef de bande, et Zorro qui était un sauveur qui allait changer le monde. Ça parlait de quelque chose qui me faisait vibrer. Ce qui me faisait vibrer, c'était avoir une position qui est finalement de changer les choses, de ne pas me laisser embrigader. Donc, quand je regarde la petite fille, c'est ça. Alors, on peut vous poser la question, quand vous étiez petite, quels étaient vos modèles et pourquoi? Qu'est-ce qui faisait vibrer en vous? Est-ce que c'était des inventeurs, c'était des réparateurs de monde, des sauveurs, est-ce que c'était des créatifs, etc. Donc déjà, il parle d'une partie de ce qui vous fait vibrer. Ensuite, en tant qu'adulte, quelles sont les personnes qui vous ont vraiment fait waouh, sa vie, tout ce qu'elle fait, waouh, ça me parle. Ça, c'est un axe. Ensuite, en tant que petit garçon, qu'est-ce que vous adoriez? Qu'est-ce que vous aimiez, avec quoi vous aimiez jouer? Quels sont les types de films qui vous parlent? Quels sont les héros? C'est aller chercher dans tout ce côté imaginaire, je pense. Quelles sont ensuite les situations dans lesquelles vous avez été déplacé? On dit, waouh, là, il y a quelque chose. Quelles sont les émissions que vous aimez? Est-ce que vous aimez des émissions qui vous parlent de l'humain, qui vous parlent de science, qui vous parlent de… C'est aller voir ce qui, de façon très, je dirais, tous azimuts, vous aide à identifier des choses qui, à un moment, font que vous êtes plutôt attiré par ça que par autre chose. Est-ce que ça vous aide? Oui, beaucoup. Merci, merci pour ça. Est-ce que Laurence, tu as une autre question? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, oui. Parce que j'ai une connexion Internet qui n'est pas très bonne. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas dit grand-chose jusqu'à présent. Moi, j'aurais peut-être édité une question. Lorsqu'on se rend compte, tu as parlé tout à l'heure que les expériences de vie, même si on se trompe, il faut savoir grandir au travers de ces expériences de vie. Mais est-ce que tu aurais un conseil éventuellement à donner pour les personnes qui se sont déjà trompées peut-être à plusieurs reprises et qui ont du mal à retrouver la motivation pour repartir à zéro? C'est vrai que ça demande une certaine force de recommencer souvent. Si tu veux, moi j'ai quand même fait 4 carrières. Donc, on peut dire que je fais partie des gens qui ont osé négocier des virages un peu pas prévus. Je ne dirais pas un conseil, mais je peux partager ce que j'ai vécu. C'est un moment, il y a quelque chose en moi qui a envie de fermer une porte existante, qui me dit ça c'est terminé, et une porte qui s'ouvre. Je me souviens, ma cousine américaine Judy, qui est sculpteur, qui vivait à Hawaï, qui est un peu chamane sur les bords, on pourrait dire, m'avait envoyé un jour où on devait décider quelque chose d'important dans notre vie, Christophe et moi, avec les enfants. You can't open a new door unless you close an old one. Tu ne peux pas ouvrir une autre porte avant d'avoir fermé une précédente. Et donc, je pense que la première chose, c'est d'accepter de fermer des vieux dossiers. Ça peut être des relations, ça peut être des projets. Fermer, dire OK, game over, on arrête. Et ensuite, passer à autre chose. Et je pense, à un moment, on a eu quelque chose qui était très, très difficile. Ici, on avait fait un investissement important. On avait vraiment failli tout perdre. On était caution personnelle. C'était un peu compliqué. Et ce qui m'a été utile à ce moment-là, c'est d'abord d'accepter pleinement la situation, de me dire OK, c'est là, tu ne vas pas abandonner le navire, tu te bats. Et ensuite, tu vas surtout essayer de voir tout ce que tu as de mieux pour sortir de là et enfin en tirer l'enseignement. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui aide, c'est de dire, j'accepte ce qui est, je fais au mieux pour sortir de ce guêpier, de cette situation. Parfois, c'est un couple, d'ailleurs.
Parfois, c'est une affaire, parfois, c'est un projet, etc. Et puis, voir l'enseignement. Et dans l'enseignement, il y a le pourquoi on est tombé là-dedans, les erreurs qu'on en fait, puisqu'on a dit qu'on acceptait de se tromper, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a libéré de mieux dans cet enseignement au cœur de soi? Qu'est-ce qu'on a appris? En quoi ça nous a fait grandir? Voilà, en tout cas, je répondrai, il y a plein de réponses possibles, mais c'est cet angle-là que j'ai envie de vous partager là tout de suite maintenant. La réponse était vraiment excellente. Moi, elle me parle beaucoup. Après, finalement, moi, j'irai un petit peu plus loin aussi dans la réflexion. Je vais peut-être te pousser un petit peu plus loin dans la réflexion. Finalement, tu as parlé tout à l'heure de dire qu'il y a toujours une limite, faire attention entre le mental, finalement, et la petite voix qui est à l'intérieur de nous. Le mental, il est très malin. Hein, il nous emmène toujours là où on connaît sans qu'on s'en rende compte. Alors, finalement, dans cette situation, quand tu dis tirer l'enseignement de ce que l'on vit et accepter ce qui est, à quel moment on peut être sûr que c'est pas le mental qui nous dit c'est bon, j'ai accepté, puis finalement prendre tout le paquet de ce qui nous arrive et le cacher sous le tapis pour passer à autre chose, pour vraiment être certain que c'est la petite voix qui a accepté finalement d'aller plus loin. La ligne, elle est très très fine entre le mental et la petite voix. Hein. La réponse n'est pas simple et ça dépend, je dirais, du degré de conscience qu'on a chacun. Moi, j'ai mis du temps. J'ai toujours une intuition très forte, très très forte, toute petite. J'avais vraiment des expériences fortes. Mais je pense que là où j'ai vraiment réussi à dissocier le mental du reste, c'est quand j'ai commencé à pratiquer les méditations en conscience et en présence au corps. Hein. Moi, c'est pas c'est vraiment rentrer dans le corps, la profondeur du corps, des cellules, des os, contact avec le sol, les racines. C'est quand j'ai commencé à pratiquer, d'ailleurs c'était avec Martine Garcin-Fradé qui est près de chez vous, elle est à Cluse et elle forme en communication profonde accompagnée, et c'est là une des formations nombreuses que j'ai eues et qui amène à une forme de médiumnité assez forte, c'est-à-dire vraiment d'empathie extrême. Je pense que là où j'ai commencé à vraiment pouvoir faire la différence, c'est quand j'ai réussi, par ces méditations profondes, à rentrer en conscience de mon corps, de mon souffle, et que petit à petit, j'ai mis le cerveau au repos. Et là, d'ailleurs, une de mes phrases, c'était de dire, moi j'ai un ego fort, bien nourri par un père qui m'admirait, des études. Enfin, il y a de quoi avoir un ego surdimensionné avec ce que j'ai fait. Et disons qu'il m'a un petit peu handicapée de temps en temps parce qu'il était « Coucou, je suis là, n'oublie pas !» Et je me souviens, un jour, j'ai dit « Ça sera comme la fable du corbeau et du renard. » Alors, ça donne à peu près ce dialogue. Mon être à mon mental. Maître corbeau, maître mental, que vous me semblez beau. Si votre discours s'en tient là, vous êtes le phénix de ma pensée. Et en fait, je lui donnais un petit fromage à manger. Puis je lui disais surtout, tu sais, mon petit ego, mon petit mental, je t'aime beaucoup parce que finalement, tu m'as permis de faire des choses magnifiques dans ma vie. Mais imagine une seconde qu'au lieu de te donner de la glaise pour faire une terre, une sculpture en terre, je te donne de l'or pour faire une sculpture en or. Tu te rends compte comme tu t'amuserais, mon petit mental. Alors, laisse-moi aller chercher l'or. Et l'or, ce n'est pas toi qui vas aller chercher, c'est mon être. Donc, moi, je suis rentrée dans une espèce de dialogue un peu surréaliste avec mon mental en lui disant « Tu es super, je t'aime beaucoup, mais là, je te demande de silence. Par contre, je t'apporterai de la belle matière si tu veux. Laisse l'alchimiste en moi aller chercher de l'or pour que tu puisses faire des choses beaucoup plus belles. Et là, tu vas t'amuser. » Donc ça, c'était mon artifice. C'est un peu surréaliste. Je pense que les dadaïstes auraient adoré ça. Salvador Dali m'aurait sûrement trouvé absolument savoureuse dans ce coup-là. J'aurais pu faire un très beau tableau, tu sais, comme le chien. Il y a un tableau de Dali que j'adore, c'est on voit la mer comme si c'était une peau qui est soulevée et en dessous, il y a un chien qui dort dans l'eau. Et c'est Dali, lorsqu'il était jeune fille,
et qu'il soulevait la peau de l'eau pour voir dormir un chien à l'ombre de la mer. Je pense que Dali est l'exemple typique d'un mental fort et d'une intuition fulgurante. Ce tableau, par exemple, c'était… En fait, Dali est né peu après le décès de son frère aîné. Et donc, pour ne pas être associé à l'enfant disparu, être finalement un clone, il rêvait d'être une jeune fille. Et son tableau, son mental, sa capacité d'exécution était capable de faire ça. Mais il ne faisait que ce que son être, son inconscient était capable d'aller chercher comme or, qui était sa créativité. Et donc, je pense que dans mon cas, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est vraiment utiliser les deux. C'est pas dire à son mental, allez, casse-toi, tu m'enquiquines. C'est vraiment lui faire comprendre qu'il a une grande utilité comme copilote. Et que si on peut lui apporter une richesse venue d'un autre plan plus subtil, venue du cœur, de l'inconscient, d'une voix supérieure, là, il va faire des miracles. Donc, je sais que ce n'est pas une réponse classique, mais c'est la mienne. C'est une réponse qui est très fidèle finalement à ta poésie de la vie. Quand tu utilises les mots qui parlent en poésie, comme ça, moi, je trouve ça magnifique personnellement. J'adore t'écouter quand tu expliques comme ça justement les mots de la poésie. Donc pour moi, c'est parfait. Je vais peut-être aussi en profiter, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de commentaires qui te remercient par rapport à la qualité. Qui dit que tu es une femme exceptionnelle, hein, qui te félicite par rapport à la qualité de ton webinaire. J'en profite un petit peu quand même pour transmettre vraiment tous ces beaux messages qu'on reçoit. Je pense que c'est important, là où on en est aujourd'hui. Peut-être que je vais pousser un petit peu plus loin aussi dans la réflexion de ce que tu viens dans la réponse que tu viens de donner. Tu disais aussi, tu parlais tout à l'heure qu'au travers de la méditation, tu ramènes au corps finalement quand le mental prend le dessus. Alors, on entend bien que tu es une femme d'expérience, hein, qui est aussi expérimentée dans la méditation. Peut-être pour les personnes qui n'ont pas encore toute cette expérience, est-ce qu'il y a des petits outils, parce que c'est ceux-là finalement qu'on utilise et qui nous permettent de faire des grands pas au départ, pour des petits outils pour ramener au corps finalement quand on est dans une méditation et puis pas se laisser emporter par notre mental. Ce que j'ai trouvé de plus simple dans ma vie, c'est me connecter à mon souffle. Juste le souffle. D'ailleurs, je me souviens que quand mon fils avait 3 ans, il en a 30 maintenant, et d'ailleurs à cette heure-ci, il a décollé pour Bali. Il est dans l'avion, là, le gamin. Bon, bref, je rencontre une chamane. Moi, à l'époque, j'avais un gros poste chez Descamps. Je couvrais le monde avec mon petit extincteur parce qu'il y avait des feuilles tout le temps dans la boîte. Donc, j'avais des capotables, mes chapeaux. J'étais très… Puis, elle me regarde. Je vais chercher son fils pour le déposer à l'école. Puis, elle me dit, toi, tu es complètement à côté de tes pompes. Hein. C'est bon. Tu n'es pas centré. Ah bon? Respire. Je respire très bien. J'ai mis quelques mois. La première chose, c'est respirer. Longtemps sur l'inspire, mais essayez de tenir 10 secondes sur l'inspire. Faites une pause. 4-5 secondes. Expirez. Plus longtemps. Peut-être 4-5 secondes de plus. Pause. Inspire. Le simple fait de respirer comme ça, lentement, profondément, par le nez, de faire ce rythme-là, rien que ça vous pose. Ça descend le rythme cardiaque. Ça vous pose. Le tout premier, respirez. Revenez au corps, fermez les yeux, concentrez-vous sur la respiration. Après, on peut aller plus loin. On s'ancre
les pieds dans le sol. Pour celles qui auront envie, envoyez-moi un mot et je vous enverrai ma méditation la plus… Je dirais, elle fait 10 minutes à peu près, celle-là, mais elle connecte déjà à ça. Je vous l'enverrai. Envoyez-moi un mot et je vous l'enverrai. C'est vraiment une méditation profonde qui est simple, qui passe par le corps, la conscience du contact avec le sol, etc. Pour moi, c'est simplement ça. D'ailleurs, regardez un chat. Regardez un bébé. Le bébé, il est tout simplement… Donc, je pense que juste ça, c'est le fondamental. Vous pourrez faire le reste après. Des ce que vous voulez. Mais si vous ne passez pas par le souffle, vous reviendrez dans le mental. Le souffle, le souffle. C'est le premier conseil de base. Regardez le bébé, regardez le chat. Ils ont tout compris. Merci beaucoup, Edith, pour cet outil. Vraiment, c'est très prenant, hein. C'est très, très fort. On sent tout de suite le travail qui se met en route. Par rapport à la méditation, est-ce qu'on t'envoie un email à la même adresse que pour le fichier des 12 clés? Ça ira comme ça? D'accord. Oui. Je fais cette référence comme ça, tout le monde pourra te demander cette jolie méditation. Oui, Edith la création en mettant honesty, tu vois, comme ça je sais que ça vient de nous, là, de cette soirée. De cette soirée, d'accord. Quand même, si je ne me trompe, c'est le jour du match France-Bruxelles, France-Belgique. Absolument. Il y avoir le cœur déchiré parce que les Belges, je les adore, ce sont mes cousins. J'adore Bruxelles, j'adore la Belgique, où j'ai passé 15 ans, même 20 ans, parce que c'est là où était notre site d'art contemporain Expo Revue. Donc j'étais tout le temps à Bruxelles en tant que critique d'art. C'est ma ville et puis française. Bon, où je perds, où je gagne. Dans les deux cas, je perds, dans les deux cas, je gagne. Je suis franco-belge. Alors, on va garder la positive attitude. Alors, dans tous les cas, tu gagnes. Absolument. Tiens, j'ai déjà un petit mot d'honesty, tu vois. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je m'annonce volontiers pour faire la méditation. Avec plaisir. Alexandre. Christiane, peut-être que je peux… Est-ce que tu veux reprendre la parole? Peut-être au cours des questions? Bon, les questions, il y en aura toujours, mais pour rester dans un respect du timing, je crois qu'on va s'arrêter là. On a eu beaucoup de richesse, beaucoup d'authenticité. Edith, tu ne sais pas faire autre chose de toute façon que de l'authenticité, et c'est bien une des raisons pour laquelle on t'aime autant. Et tu nous as offert aussi des outils précieux, des moments d'émotion. Merci de te dévoiler aussi, merci toute cette pureté, parce que c'est sans filtre et ça c'est beau et on apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors j'ai envie de te dire aussi, Laurence a évoqué tous les remerciements, tous les commentaires que l'on reçoit. Moi j'ai envie de te dire, au nom d'Honesty, merci d'œuvrer pour le mieux-être dans le monde. Qui sommes-nous pour te dire ça? Mais ça nous touche et voilà. Donc ça nous touche et on se permet de dire merci. Merci pour ta générosité, merci pour ton enthousiasme. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé finalement votre temps ce soir avec nous, à la place de regarder un match peut-être, ou peut-être en rediffusion, peu importe. Mais merci d'avoir partagé ces instants avec nous. Et peut-être en conclusion de mon côté, du côté d'Honesty, je dirais, prenez soin de votre corps, comme l'a dit Edith. Prenez soin de votre être. Vous êtes des êtres humains et non des fers humains. Et célébrez votre vie. Vivez chaque moment le plus pleinement possible. Alors, n'oubliez pas, le bonheur, il est contagieux. Et je laisse les mots de la fin à Edith. Merci infiniment, Edith. Le mot de la fin, je vais rebondir sur ce que tu disais sur mon authenticité. N'hésitez pas à parler de vous quand le personnel rejoint l'universel. Parce que nous sommes un et nous sommes uniques. Chacun de vous, chacun de nous est unique et en même temps, nous sommes un. Et osez parler de vous, osez vous exprimer. Allez au cœur de ce qui vous fait vibrer et de ce que vous êtes et partagez-le parce qu'encore une fois, nous sommes uniques et nous sommes un, tous ensemble. Donc,
l'universel, le personnel, tout ça n'a pas de frontières quand on est dans l'être et l'authenticité. Et merci. En tout cas, si vous avez envie de recevoir le fameux cadeau qui est tout ce joli dossier que je vous ai fait sur les 12 secrets, edithlaciacreation@gmail.com. Si vous voulez recevoir la méditation, pareillement. Et si vous avez envie d'avoir un entretien privé avec moi, parce que vous avez un projet important que vous avez envie de mettre au monde ou de développer, eh bien pareil, il y a edithlacia.com/VIP, VIP, VIP, qui vous permettra d'avoir accès à une séance Skype stratégique sur comment développer votre projet au service du monde. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous offrir avant de nous séparer et de savoir si c'est la France ou la Belgique qui a gagné. Merci à toutes les deux de m'avoir offert cette soirée partagée. C'est un grand plaisir. Merci à toi. C'était l'invitation. Merci de tout cœur. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.